Des Jacques aux métallos, pourquoi? Certains d'entre vous s'en souviennent. Fin 1980, l'Union départementale CGT et l'Union locale de Creil avaient lancé, après Radio Cœur Lorraine d'Acier, Radio Jacquerie, une radio libre qui émettait du petit château de Montataire pendant au moins une dizaine de jours, jusqu'à l'invasion du parc du château au petit matin par les CRS à 6 heures. Peine perdue pour l'État giscardien, Radio Jacquerie s'était volatilisée la nuit. Les Jacques étaient debout, à l'instar de la jacquerie paysanne de 1358, qui pour une grande partie démarra de Montataire avec le chef des Jacques, Guillaume Caillé, un montatérien. Il appela à la révolte des gueux. Debout les Jacques! Les fers des pics, des faucilles, des serpes brillèrent dans la lumière de la lune, comme des ventres de poissons dans le remous de l'eau. Le coq rouge va chanter, hurla-t-il en plein air à la foule. Le chef du village entourait Guillaume Caillé et demandait des ordres. Dans les 3 jours qui suivirent la vague paysanne, déferla sur le plat pays, sur Montataire et les environs. On racontait à Saint-Leu, à Clermont et ailleurs, que la révolte s'étendait comme un feu d'herbe sèche, que des abords de Paris, à Amiens, dans l'Aisne, à Soissons, allant à la Normandie, tout le pays s'enflammait. Guillaume Caillé avait établi son quartier général à Montataire. Vous êtes un peu étonné par ce début. Je vous conseille ce bon livre de Jean Olivier, Debout les Jacques, aux éditions La Farandole. La jacquerie, la révolte des Jacques, souvent avait inspiré les militants syndicaux autour de Montataire, dans le bassin criois. Les traditions ouvrières et paysannes perdurent encore. 1849, la révolution de 48 contre la monarchie de Juillet et le coup d'État de décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III. Dans cette période, les ouvriers métallurgistes se mirent en grève plus de 15 jours pour les salaires, les ouvriers des forges de Montataire. À cette époque, pas facile, on avait recensé néanmoins près de 1050 grèves sanctionnées par les tribunaux, oui, parce qu'à cette époque, le droit de grève, et notamment fin 1849, était interdit, notamment par la Deuxième République. La répression à cette époque anti-ouvrière bat son plein contre ce qu'on appelait les partageux. De 1867 à 1870, la France connaît donc une vague très forte de grèves pour l'amélioration des salaires et aussi les conditions de travail. Les ouvriers s'organisent et se dotent de caisses de résistance, de chambres syndicales, et cela dans la clandestinité. Nul doute que nos forgerons de Montataire n'étaient pas en reste, même si le patron était paternaliste. À cette époque, il y avait déjà plus de 1000 métallos aux forges de Montataire. C'était la plus grosse boîte du coin. Après l'écrasement de la commune de 1870, peu à peu, le syndicalisme va renaître progressivement, et notamment à partir de 1880. Le 12 mars 1882 serait créé déjà le syndicat des ouvriers mouleurs de Montataire, Creil et Liancourt. Le président en est Charles Beaujard. Qui est Charles Beaujard? C'est un ouvrier fondeur aux forges de Montataire, conseiller municipal de Creil en 1896. Les événements se précipitent. Le 21 mars 1884, Waldeck-Rousseau, président du Conseil, légalise les syndicats et le droit de grève.
ça traîne pas. Le 11 et 16 octobre 1986 se crée la Fédération nationale des syndicats et groupes corporatifs de France et des colonies, qu'on appelle la Fédération nationale des syndicats, qui en fait était la première confédération nationale des métiers de structure verticale, qui était animée par les socialistes révolutionnaires, partisans de Jules Guesde, il y a bien une cité Jules Guesde à Montataire, et qui était le président du Parti ouvrier de France. Dans la foulée est vraisemblablement créée l'Union des ouvriers métallurgistes de l'Oise. Cette création sera officialisée le 1er janvier 1889 et ses statuts déposés vraisemblablement soit à la mairie de Montataire, soit à la mairie de Creil. Le président sera toujours Charles Beaujard. Auguste Génie, futur maire SFIO de Montataire, sera le secrétaire de ce syndicat. Il changera le nom du syndicat qui deviendra l'Union des métallurgistes de Montataire en 1895. L'Union des métallurgistes de Montataire sera représentée par Auguste Génie au congrès fondateur de la CGT à Limoges. C'est un honneur pour les forges de Montataire. Les syndicalistes des forges seront membres et animateurs bien souvent de l'Union des métallurgistes de Montataire. Août 1887. Aux forges de Montataire éclate une grève. Contre la baisse des effectifs et des salaires, le patron baissait les salaires de moins 15%. Démarrée à la tôlerie, cette grève durera 2 semaines. La direction de l'usine essaiera de calmer le jeu progressivement par le développement du paternalisme très en vigueur à cette époque, avec un économat, des habitations pour les ouvriers, des jardins ouvriers, le règlement des différends à l'amiable. Dans la conception de ce directeur, qui s'appelait William Berthaud, les chefs sont les amis sincères des ouvriers. Toute une philosophie. En 1890, Auguste Génie devient le principal animateur du syndicat. Les métallos sont une force. Ils représentent plus de 66% du corps électoral de la ville. C'est une ville de métallos. L'Union des métallurgistes de Montataire est aussi puissante. 1891, 152 adhérents, 1895, 900 adhérents, 1896, 1000 adhérents. L'Union des métallurgistes de Montataire recrute dans tout le bassin criois. Ce syndicalisme révolutionnaire est aussi en même temps un syndicalisme de service. Il offre de nombreux services à ses adhérents. Une société coopérative appelée l'Égalitaire est fondée en 1893, qui a existé pendant longtemps à Montataire, les bâtiments sont encore existants, et la salle de Libération, la salle de la Libération fait partie de cette ancienne coopérative ouvrière. Une bibliothèque pour développer la prise de conscience des ouvriers. Une caisse de secours de chômage. C'était presque déjà Pôle emploi. Plus tard, la mutuelle des travailleurs et la polyclinique de Creil, qui a été dirigée pendant longtemps et présidée par un militant syndical CGT d'Usinor Montataire, Jacques Logereau. L'objectif était de développer la solidarité des ouvriers. Ce syndicat est très proche du syndicalisme, notamment des bourses du travail. Par ce syndicalisme solidaire et de service, l'Union des métallurgistes de Montataire, en quelque sorte, concurrençait le paternalisme des frères Mercian.
1892 se crée la Fédération nationale des bourses du travail, syndicalisme de type basiste implanté dans les localités avec l'appui bien souvent des mairies socialistes. Syndicalisme solidariste et de service animé par les anarcho-syndicalistes dont le chef de file était Fernand Pelloutier et Fernand Pelloutier a marqué l'histoire de la CGT. La force de l'Union des métallurgistes de Montataire, notamment aux forges, permis aux ouvriers et syndicalistes d'obtenir satisfaction sur une grande partie de leurs revendications, bien souvent sans passer par la grève. C'est toute la différence entre contrepoids et contre-pouvoir révolutionnaire. Qu'est-ce qui est le mieux ? Ce syndicat est régulièrement représenté dans les congrès de la Fédération de la métallurgie de 1894 à 1903, mais aussi au congrès de la CGT de 1895 à 1904, de 1910 à 1923. C'est donc un syndicat qui n'était pas décollé de l'action syndicale nationale et des grands choix nationaux. À partir de 1900, deux courants vont se côtoyer et s'opposer au sein de la CGT. Les métallos de Montataire et de Creil ne seront pas en dehors de ces batailles internes de la CGT. Il y avait deux courants dans la CGT à cette époque. Un courant réformiste et de serviste, mais de lutte pour le progrès. L'Union des métallurgistes de Montataire était de cela. Et un courant révolutionnaire puis communiste. On le verra avec la scission de 22-23. Ainsi, en 1907, un syndicat concurrent, propulsé par la Fédération de la métallurgie de l'époque, fut créé, en concurrence à notre Union des métallurgistes de Montataire. Ce syndicat, propulsé par la Fédé des métaux, reprochait au syndicat de Montataire son réformisme. C'était deux conceptions du syndicalisme qui s'opposaient déjà au sein de la Fédération et de la CGT. Ce syndicat obtient l'exclusion du syndicat des métallurgistes de Montataire de la Fédération des métaux. La bataille fut rude, mais le syndicat des métallurgistes de Montataire sera réintégré à la Fédération de la métallurgie en 1910, puis à l'Union départementale de l'Oise en 1913. Donc, à la veille de la guerre, les deux syndicats de métallos étaient réunifiés. Bien évidemment, ces batailles politiques internes vont affaiblir le syndicalisme dans le bassin criois. Après l'union sacrée pour la guerre 14-18, le syndicalisme des métallurgistes, tant au niveau national que local, en sortira très affaibli par cette guerre. La CGT de Léon Jouot, qui sera secrétaire général de 1909 à 1947, a choisi une ligne réformiste et de progrès, contre des perspectives révolutionnaires. Dorénavant, les révolutionnaires dans la CGT regardent, c'est 1918-1919, vers la révolution bolchevique russe et l'internationale communiste de Lénine et Trotsky. 1920 sera marqué par des grèves dures des cheminots et des métallos de Creil et de Montataire. 29 décembre 1920, la majorité du Parti socialiste décide d'adhérer à l'internationale communiste au congrès de Tours. C'est la naissance du Parti communiste français, section française de l'internationale communiste. Cette ligne de fracture socialiste-communiste va traverser aussi toute la CGT, la Fédération de la métallurgie,
et bientôt l'Union des métallurgistes de Montataire. D'autant plus que la Fédération de la métallurgie est coupée en deux. 1921, c'est la scission au sein de la CGT et des fédérations. Les minoritaires révolutionnaires et communistes quittent la CGT et constituent la CGTU, la CGT unitaire, qui va adhérer à l'Internationale syndicale rouge, qui est, je dirais, une filiale de l'Internationale communiste de Lénine et Trotsky. 1922, la CGTU tient son premier congrès à Saint-Étienne du 25 juin au 1er juillet. L'UD de l'Oise est représentée, mais pas l'Union des métallurgistes de Montataire, qui était dirigée encore à cette époque par Auguste Génie, et qui, Auguste Génie, était un socialiste, membre de la CFIO, donc il n'était pas au Parti communiste. La CGTU et la Fédé des métaux unitaires créent en février 1924 un syndicat des ouvriers métallurgistes de Creil adhérant à la CGTU. Cette CGTU métaux de Creil sera représentée aux congrès nationaux de la CGTU en 1925 et 27. La CGT métaux de Montataire restera donc à la CGT de Léon Jouot, comme le syndicat des municipaux de Montataire et de Creil, comme le syndicat des typographes de Beauvais et de même le syndicat des PTT. La bataille politique entre les deux CGT ne va pas arranger les affaires du syndicalisme dans le bassin industriel de Creil-Montataire. Il semble que le syndicat des forges Montataire a su garder une certaine indépendance et a su rester un peu en dehors de cette bataille politique et fracturée pendant cette période. On le verra dans les prochaines vidéos avec la réunification des deux CGT en 1936 et le Front populaire, que la section syndicale CGT des forges de Montataire est et sera une véritable force à cette époque. J'en ai fini avec, je dirais, cette naissance et cette enfance agitée de l'Union des métallurgistes de Montataire, qui s'est développée, et on verra à partir de 1936 comment il va évoluer concrètement et là dans l'usine, à travers les différents procès-verbaux, les cahiers de réunion. Et on verra son action au Congrès de 1936 à la guerre. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo et merci encore d'être fidèle et de votre attention.